l'être humain, depuis notre existence sur la Terre, on a toujours eu un souci constant. C'est d'améliorer notre condition de vie. Ça, c'est naturel. Voilà. Et c'est dans ce schéma que dans les communautés humaines, il y a eu des excellents. Ça, c'est naturel. Des gens qui sont nés, mais qui avaient une intelligence supérieure aux autres. Donc, qui avaient ce don de la créativité, ce don de concevoir et de produire. Donc, c'est comme ça est né, on dit là, de la pierre taillée. Quelqu'un vient un jour, décide de tailler la pierre pour pouvoir couper la viande. Ce sont ces gens qui avaient des esprits un peu particuliers par rapport aux autres, qui ont créé ce genre de choses, n'est-ce pas? Oui. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de la société humaine, ces gens ont pris une importance. Vous vous rendez compte, si vous avez une science, un savoir-faire, vous prenez une importance dans la communauté. Ceux qui fabriquaient, qui produisaient. Et à un moment donné, on les appelait des maîtres artisans. Donc, chaque maître avait sa spécialité. Il y avait des maîtres constructeurs, des maîtres forgerons, ainsi de suite. Voilà comment est né un peu ce genre de métier. Mais toujours dans le souci constant d'améliorer notre condition de vie. Mais en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui avaient naturellement cette capacité de produire, de créer, avant, il n'y avait pas de chaise. Il fallait que quelqu'un réfléchisse à créer une chaise. Et puis voilà. Donc, tout ça là pour améliorer notre condition de vie. Mais ces gens qui avaient ce don, cette capacité de le faire, étaient des gens particuliers. Donc, ils étaient riches, normal, et puissants. Mieux encore, la communauté à laquelle ils appartiennent, mais cette communauté était riche aussi et puissante. Donc, c'est là qu'est né ce mot développement. Ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils créaient le développement pour nous aider à mieux vivre. Mais en créant ce développement, ils créaient en même temps à la fois de la richesse et de la puissance. J'estime que ce mot, que beaucoup de gens ne connaissent même pas à sa portée, à commencer par les dirigeants, a fait qu'aujourd'hui, on traîne derrière les pays puissants et développés. Parce que le mot développement est lié à quoi? Est lié à la productivité, à la créativité et à l'imagination. Qu'est-ce que ceux qui font ça? C'est les humains. OK? Alors, donc, l'évolution continuée, donc la pression sociale a fait qu'avec l'évolution du nombre de la population des êtres humains, on avait besoin de plus en plus de ces gens qu'on appelle des maîtres artisans. Or, ces maîtres artisans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils transmettaient leurs connaissances, leur savoir-faire à leur progéniture. Dans la famille, ça restait en famille. C'était des forces familiales, des puissances familiales. Mais la pression sociale a fait qu'ils sont obligés d'ouvrir à d'autres personnes. Parce qu'on en a besoin de plus en plus. Sur 600 000 habitants, on a besoin de peut-être de 10 000 artisans, mais sur 2, 3, 4, 5 millions, on en a besoin de plus. Donc, la pression sociale et l'organisation de la société a fait que ces maîtres artisans, ils ont ouvert l'apprentissage à d'autres que leur progéniture. Donc, ouvert déjà la naissance de l'école technique. Donc, ces maîtres avaient à leur charge des jeunes qui apprenaient à maîtriser le savoir-faire. OK? Et tous ces maîtres-là, dans leur spécialité, ils avaient ce qu'on appelle une organisation. C'était comme des sectes, entre guillemets, mais parce qu'ils avaient la connaissance, le savoir. Et ce sont eux qui créaient de la richesse, la puissance et le développement. Donc, ils étaient puissants. Et ce sont eux qui décidaient, à un moment donné, de dire, ah, cet apprenti, c'est bon, 2, 3, 4 ans, on peut l'accepter comme maître et le libérer. Okay. Donc, il peut aussi aller faire valoir sa connaissance ailleurs. Voilà comment est né, ainsi de suite, de manière progressive, le champ du développement. Donc, plus on formait les maîtres artisans, plus ces maîtres artisans développaient les communes dans lesquelles ils sont, ils créent des richesses, donc de la puissance. Voilà comment on a avancé jusqu'au moment où l'esprit de l'être humain créatif évolue, jusqu'à l'époque où on appelait ce qu'on appelle un guignol, c'était en vieux français, ceux qui construisaient des engins
de guerre. Parce que ce développement que l'être humain a pu maîtriser, très vite, les êtres ont compris qu'il fallait le garder. Si on le laissait à tout le monde, non, on perd notre puissance, notre force, notre richesse. Donc ceux qui avaient la maîtrise de ce développement, de ces hommes qui créaient, qui fabriquaient, ben, on les a gardés en secret. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est ça qui est jusqu'alors, on voit les pays riches, les pays développés, ils ont une connaissance qu'ils gardent pour eux. Nous, à l'Afrique, on n'a pas su ça à la base, que notre connaissance, il fallait le garder, le développer, le partager. Ben voilà, le partager et le faire évoluer. D'autres ont compris et aujourd'hui sont riches et sont puissants. Parce que ce développement, ça entraîne forcément la richesse et la puissance. Vous comprenez? Donc on dit pays développé, pays. Pourquoi? Parce qu'ils produisent et nous on achète. Donc on les enrichit et ils gardent leur puissance. Donc c'est dans ce développement que eux, dans la quête, parce qu'ils ont compris qu'il fallait aller de plus en plus loin dans ce quête de développement. Donc l'esprit continue toujours à évoluer jusqu'au moment où on a des gens qui construisaient, on appelle les constructeurs d'engins de guerre, qu'on s'appelle des ingénieurs. C'est un vieux français qui est influencé par le verbe, ce mot ingénieur qui est dans le vieux français, c'est E-N-G-I-G-N-E-O-R, c'est le vieux français qui veut dire constructeur d'engins de guerre. Et ça, ce mot est influencé par le verbe s'ingénier. Alors vous voyez, à l'époque, quelqu'un qui construit un engin de guerre, donc c'est quelqu'un qui a une capacité d'être concentré, d'avoir une bonne imagination, une bonne rigueur de la méthode. Voilà. Et de là, puisque s'ingénier par définition, ça veut dire quoi? S'ingénier, c'est mettre en jeu toutes les connaissances de son esprit. C'est le verbe s'ingénier. Donc, ingénieur est sorti de là. Celui qui a pu construire cet engin de guerre, ben, est quelqu'un qui est capable de mettre en jeu toutes les connaissances de son esprit pour pouvoir développer, créer, fabriquer. Le monde avait compris à l'époque. Le monde avait compris à l'époque qu'il fallait qu'on produise, qu'on forme les gens qui puissent s'ingénier. Plus on formera des gens qui vont s'ingénier, ces gens vont créer, ils vont avoir de l'imagination, de la rigueur, de la volonté pour créer, pour concevoir, fabriquer, produire et vendre. Donc, créer de la richesse, de la puissance. Donc, les pays qui ont commencé, les organisations, peut-être avant c'était les communes des pays, je ne sais pas quoi, mais ceux qui ont commencé par comprendre cette éventualité du développement ont commencé par former des gens qui s'ingénient, des gens qui sont capables de mettre toutes les connaissances de leur esprit en un jeu pour pouvoir produire et fabriquer. Ça, c'est très important. Tout est là-dedans. Qui peut s'ingénier? Si je peux avoir plusieurs personnes qui s'ingénient, déversées dans une communauté, ces gens vont produire, vont fabriquer, vont vendre, vont rendre la communauté riche et puissante. Donc, c'est le développement, ce qu'on appelle le développement. Autrement dit, celui qu'on a formé à s'ingénier prend automatiquement le nom d'ingénieur. Parce que l'ingénieur, alors, qu'on a fabriqué, enfin, qu'on a formé plutôt, à la sortie, a les qualités pour mettre en jeu les connaissances de son esprit. Et pouvoir être imaginatif, une bonne rigueur, pouvoir concevoir, créer, fabriquer, produire et vendre pour rendre riche, pour développer et pour permettre nous, les humains, d'avoir une meilleure vie. Alors, tout être humain conforme à s'ingénier devient ingénieur. Maintenant, à quel moment on dit que cet individu est prêt à s'ingénier? Là aussi, la communauté humaine s'est organisée. Ça dépend des zones. Les zones francophones qu'on connaît mieux qu'a fait la France. Mais la France a décidé de créer des écoles pour former des jeunes qui s'ingénient. Ces écoles-là, ils ont pris un modèle et une sélection rigoureuse des jeunes qui rentrent dans ces écoles. Parce que le but, c'est de les apprendre à s'ingénier, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça déjà
que rentrer dans une école d'ingénieur, c'est une panique. Ça peut donner à tout le monde. Parce qu'à l'époque, on doit sélectionner ceux dont on est sûr qu'en 3, 4, 5 ans, ils peuvent être capables de s'ingénier. Ça, c'est très important. Voilà où est en réalité ce mot qui a fait que tout le monde a école d'ingénieur. Quand on le voit comme des demi-dieux. En Europe, dans les grandes écoles, à la fin d'année, mais tout le monde disait, va les voir. Les grandes familles amènent leurs jeunes filles parce que les jeunes sont sortis. Si ma fille épouse un ingénieur, c'est une obsession. Et c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas comme tous les autres. D'accord? Mais alors, nous, on a repris le modèle français, ici, et la France, dans la façon de s'ingénier, parce que le développement était devenu maintenant une source incontrôlable de la puissance et de la richesse. Les Français, ils ont encore classifié même les écoles où on forme les gens à s'ingénier. Ah ben oui, c'est dit non. Si tu n'es pas très brillant, bon, on te met dans une école qu'on appelle une école nationale d'ingénieurs. Ce sont ingénieurs de production de fabrication. Ceux qui sont un peu plus, ils rentrent dans l'école nationale supérieure d'ingénieurs. Et les élites, les top, ils vont dans les grandes écoles. Vous voyez comme la France a... Et moi, comme tout à l'heure je vous disais, je voulais aller dans les grandes écoles. C'est ça. Et pour y aller, il faut avoir un bac important. Il faut aller dans un lycée pour faire 2 ans de préparation, maths, physique, mécanique et dessin, et ensuite passer le concours. C'est un concours, hein. Et le concours fait que les meilleurs sont classés dans les grandes écoles. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc moi, on me fait dans une ENI que je ne voulais pas. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi. Voilà. Donc, ici, nous, on a recopié textuellement le modèle français. Pour mettre ici notre NC. Et notre modèle de sélection, c'est que le bac, C, D ou E, scientifique, on fait une sélection en fonction des moyennes des matières scientifiques. Et ensuite, on fait passer un concours à ce qu'on a sélectionné et on prend une centaine. C'est pour ça que quand je rentre dans l'amphi, en première année, je leur ai dit, vous n'êtes pas comme tous les autres étudiants qui sont dehors. Vous êtes la crème des crèmes pour moi. Et on va vous informer pour être des ingénieurs. Voilà le concept que les gens comprennent exactement ce que c'est que l'ingénieur. Mais, ça c'est le modèle français. Il y a le modèle américain, anglo-saxon. Et on voit déjà, et ça c'est vraiment énigmatique. On voit la différence de développement. Eux, Européens, ils sont plus développés que nous, Africains, mais ailleurs, plus loin, au-delà, les Américains sont plus développés que eux. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas d'école d'ingénieurs en tant que telle. Non. Ils ont repris la forme de base qui disait que au début, les maîtres artisans, pour dire que quelqu'un est maître, sont eux qui décidaient, parce qu'il a monté ses preuves. Aux États-Unis, c'est comme ça. Quand tu fais un certain nombre d'études, après tu cherches une filière, une spécialité, et tu montes tes preuves dans cette spécialité, en produisant quelque chose, en créant, en fabriquant. Et c'est à mesure que tu es là avec un maître qui fait partie d'un ordre, aux États-Unis qu'on appelle l'ordre des ingénieurs, ben sont eux qui décident. À un moment donné, ce jeune a fait ses preuves. Donc on peut lui donner le titre de l'ingénieur. Ce n'est pas un diplôme là-bas aux États-Unis, c'est un titre d'ingénieur. Okay. C'est pour ça que là-bas aux États-Unis, tu peux voir des ingénieurs qui sont docteurs, ainsi de suite. Ça, c'est cette conception d'ingénieuseté, ce qui fait qu'aux États-Unis, quand quelqu'un est ingénieur, il ne traîne pas sur des choses. Il sait pourquoi il est ingénieur. Parce qu'il a fait ses preuves avant qu'on donne ce titre d'ingénieur. Mais dans le côté français, le type ingénieur est nul, pratiquement, parce qu'il n'a rien fait. Il a suivi que les cours pour être ingénieur. Ben, c'est pour ça qu'ils vont sur la Lune. Les Français, quel est le débat encore? Donc, on voit déjà la différence. Ils ont compris que le développement était lié à la formation de ce genre d'individus. Donc, eux, ils le forment autrement, pas dans le chichi. Non. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais fabriquer ça? Bon, tu es ingénieur de ça. Point. On sait que si on t'appelle là, on est tranquille. Mais quelqu'un qui sort de l'école ici, il dit ingénieur avec le diplôme. Mais il peut fabriquer ça, il faut d'abord qu'il... Vous comprenez ce que je dis? Donc ça, il faut que les gens comprennent exactement ce que c'est que l'ingénieur, le métier d'ingénieur. Bon, alors pour terminer sur cette question, dans la quête de la puissance et de la richesse de ces pays,
ils ont confié leur destin aux grandes entreprises. Ils ont compris aussi. Le pouvoir public s'est retiré, a laissé l'organisation civile pour créer des grandes entreprises qui créent des richesses dans ce pays. Or, ces grandes entreprises, aujourd'hui aussi, en termes de richesse, ont besoin de se développer de plus en plus. Donc, pour se respecter, ils ont créé en leur sein un département unique, il y a une trentaine, ça se voit il y a une trentaine, quarantaine d'années, un département qu'on appelle le département de recherche et développement. Tu ne verras plus jamais aujourd'hui une grande entreprise qui se respecte ne pas avoir en son sein un département de recherche et développement. Mais quels sont ceux qui travaillent là-dedans? Tu as des ingénieurs, tu as des docteurs, c'est un foisonnement de cadres. Et ces gens-là, ils sont sur des postes qu'on appelle des postes d'ingénieurs de recherche. Si j'ai pu faire ce plaidoyer, c'était vraiment pour montrer au public ce que c'est que l'ingénieur, d'où vient ce nom et comment on le forme.